Tu me dis quand c'est bon, Alexandre. Yes, alors. Ça a perdu le truc en fait, donc je recommence. Je vais pas lancer live, je sais pas ce qui vient de se passer. Je recommence. Ah si, je crois qu'on y est en fait. Ouais, ça a l'air de marcher. Eh bien, parfait. Alors, du coup, bonjour à tous. Je vois qu'on commence à être assez nombreux. Tout d'abord, merci à Sacha et à Kevin de nous rejoindre et de venir nous présenter ce pourquoi vous allez... Voilà. Juste peut-être petite question, vous pouvez mettre un plus dans le chat. Je voudrais un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui sont allés aux ateliers low-tech organisés par le Festival Game Over en début d'après-midi? C'est juste un petit sondage. N'hésitez pas, les participants, à mettre un petit plus dans le chat si c'est votre cas. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, c'est la journée low-tech du Festival Game Over. Et vous allez en apprendre plus si vous ne connaissez pas encore le principe. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas de réponse, mais ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, tout de suite, on va avoir une intervention du coup Sacha Audank et Kevin Losley qui vont nous parler un petit peu du mouvement low-tech et de la place que ça prend de plus en plus en France et notamment de la place que ça prend dans ce qu'on appelle les transitions, dans la transition écologique. Mais ils vont nous en parler un peu mieux. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter? Tout à fait. Bien sûr, bonjour. Bonjour. Je t'en prie, Kevin. Voilà, ok. Je m'appelle Kevin Losley. Merci de nous avoir invités. Je suis ingénieur de formation en énergie avec une compétence, double diplôme à Sciences Po aussi. Et je travaille en tant que freelance actuellement pour différents projets, notamment pour le Low-Tech Lab. J'ai fondé aussi l'association Low-Tech Lab Grenoble, dont on parlera après. Et j'ai travaillé de 2018 à fin 2020 avec une compagnie artistique qui s'appelle Organic Orchestra, avec qui on a monté et tourné un spectacle vivant en autonomie énergétique, en vélo, sur toute l'année 2020. C'était un très chouette projet dont je pourrais aussi parler si jamais pendant mes questions. Voilà. Je t'en prie, Sacha. Yes. Du coup, Sacha Audank, moi je suis de formation ingénieur aussi. On était collègues de promo avec Kevin.
Aujourd'hui, je suis doctorant au laboratoire de génie électrique de Grenoble, le G2E Lab. Je travaille sur les pratiques de sciences ouvertes dans le milieu de la modélisation énergétique. Je pourrai en reparler un peu tout à l'heure. Et entre autres, avec d'autres, je suis animateur de la communauté Low-Tech Recherche Enseignement. Et par ailleurs, je suis membre du Low-Tech Lab Grenoble, avec Kevin également. Super, merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais juste dire un grand bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur le Zoom et ceux qui regardent aussi sur Facebook. C'est rediffusé en direct sur Facebook. Juste petite précision, si vous avez des questions au fur et à mesure à poser à Sacha et à Kevin, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les regardera et on leur posera à la fin de leur présentation si ça ne vous gêne pas. Ou vous pourrez leur poser vous-même à la fin de leur présentation. Merci à tous et je vous laisse commencer. Ça marche. Je présente un peu ce qu'on va raconter aujourd'hui, vite fait. L'idée, c'est de commencer par vous présenter l'association Low-Tech Lab nationale et aussi ce qu'on entend, nous, par Low-Tech, parce que c'est un thème, un sujet qui peut être un peu flou parfois. On va essayer de faire des pauses entrecoupées dans notre présentation, justement, pour pouvoir interagir avec vous. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop descendant. Donc, on espère que vous aurez des choses à nous raconter aussi. Donc, après cette introduction au Low-Tech et à l'association Low-Tech Lab, on va un peu vous parler de sciences ouvertes, de sciences citoyennes, et on finira sur justement les questions de Low-Tech et transition, notamment en ville, et de passage à l'action. Voilà, n'hésitez pas, comme l'a suggéré Théo, à poser les questions, et puis on essaiera d'avoir des petits temps au cours de la présentation pour ça. Et je laisse la parole à Kevin pour commencer. Merci, Sacha. Effectivement, essai de tentative, c'est même plus des tentatives maintenant, mais proposition de définition. On en a une au sein du Low-Tech Lab qu'on aime bien, mais déjà je vais rapidement vous présenter l'objectif de l'association. Donc nous, on a pour but et pour ambition de donner à chacune et à chacun la possibilité de répondre à ses besoins de base de manière autonome et durable, et ce, en bon respect du vivant. Et donc, on considère la low-tech, qui est notre cheval de bataille, comme un moyen pour atteindre cet objectif, mais non comme l'objectif en tant que tel. Et du coup, petit aparté, dès le début, on aimerait insister là-dessus, sur cette idée de ne pas confondre les moyens et les objectifs. Là-dessus, on paraphrase pas mal un collègue qui s'appelle Guillaume Manzil, qui est chercheur au GESCOP. Donc, par exemple, concrètement, si on a un objectif général de maintenir un environnement viable pour le vivant, on peut avoir pour objectif, on va dire, de lutter contre le dérèglement climatique, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et déjà, là, on a négligé pas mal d'autres limites planétaires, comme la préservation de la biodiversité, l'occupation des sols, mais passons. Mettons que l'on prenne ça pour objectif, la lutte contre le dérèglement climatique. Les panneaux photovoltaïques, par exemple, c'est un moyen pour atteindre cet objectif. Ça permet de décarboner la production d'électricité. Il existe d'autres moyens. Déjà, il y a d'autres énergies renouvelables, il y a d'autres vecteurs énergétiques, la chaleur, etc. Et on peut aussi jouer sur la consommation, réduire notre consommation, avoir des comportements sobres. C'est tout plein de moyens pour lutter contre le dérèglement climatique. Tout ça pour dire, des panneaux photovoltaïques, si on reprend cet exemple, c'est un moyen de lutter contre le dérèglement climatique. Ça doit en aucun cas être confondu avec l'objectif. Développer des panneaux photovoltaïques, ce n'est pas bien en soi. Faut évaluer leur déploiement face à la multitude de moyens pour atteindre cet objectif. Et il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Et du coup, pour paraphraser Kevin, les low-tech sont bien un moyen de répondre à ces besoins de base de manière autonome et durable, en bon respect du vivant. Fin de l'aparté. Merci, Sacha. On essaye souvent d'insister maintenant sur ce point-là, aussi pour faire comprendre ce qu'on met derrière les low-tech. Et pour ça, comment est-ce qu'on mène à bien cette mission? On a 4 activités centrales au sein de l'association. L'exploration, la documentation, l'expérimentation et la diffusion de ce que nous appelons low-tech. Et qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie, des savoir-faire, des systèmes techniques qui répondent pour nous à 3 critères.
un critère d'utilité, donc la réponse aux besoins de base, l'accès à l'énergie, à l'alimentation, à l'eau, à l'hygiène, un critère d'accessibilité en termes de coûts, de ressources et de savoir-faire. On va parler d'open source et de sciences ouvertes ici. Tout ce qu'on documente est sous licence libre, et ce qu'on partage aussi, puisqu'on estime qu'un socle technologique de base devrait être accessible gratuitement pour tout le monde et librement. Et un troisième objectif de durabilité en termes de utiliser des matériaux de réemploi si possible, des matériaux locaux, construire, concevoir des systèmes réparables qui sont modulaires et surtout adaptés aux contextes locaux. J'y reviendrai un peu après, mais les low-tech qu'on va documenter, par exemple au Japon, ne sont pas forcément les mêmes low-tech qui sont adaptés en Amérique centrale et inversement. Et donc il y a bien une adaptation au contexte local qui est clé dans le concept de low-tech. Donc ça, c'est 3 critères, utile, accessible, durable. C'est notre définition de la low-tech au sein du Low-Tech Lab. Il y en a beaucoup d'autres et c'est un concept qui est compliqué à définir. Je peux vous renvoyer par exemple vers la note de la fabrique écologique qui a été écrite à ce sujet, qui est très bien, qui donne pas mal d'éléments de réflexion et à laquelle j'ai emprunté quelques éléments de cette introduction. Un point assez important vis-à-vis de notre posture aussi, c'est que nous, on ne se considère pas comme des inventeurs dans cette démarche. On n'est pas créateur de low-tech. On considère plutôt paradoxalement qu'il n'y a pas grand-chose à inventer actuellement, mais on essaye d'expérimenter sur nous-mêmes des dispositifs que nous découvrons, qu'on trouve pertinents, de les documenter et de les partager afin de les rendre accessibles. Et c'est vraiment ça notre démarche. Et on propose tous ces tutoriels sur la plateforme wiki-lowtechlab.org actuellement. L'association s'articule autour de 4 grands projets. Le Nomade des mers, qui est un peu le projet historique de l'association, porté par Corentin de Châtel-Perron, dont vous avez peut-être pu voir récemment des épisodes sur Arte. Il y a une 2e saison qui est sortie, qui était assez chouette. Et qui va encore continuer pendant un petit peu plus d'1 an son tour du monde des low-tech et d'expérimentation et de documentation. Un 2e grand projet est l'Habitat Low-Tech, où là, c'est une expédition dans le contexte français d'intégration d'une 12aine de low-tech au sein d'un habitat, après les avoir recensés et documentés sur le territoire français, qui était soutenu par l'ADEME notamment. Et un des gros livrables de ce rapport, en plus de l'habitat en lui-même, c'est un des gros livrables de ce projet, pardon, en plus de l'habitat en lui-même, c'est un rapport qui regroupe toutes les conclusions de cette expédition, que ce soit en termes de confort d'usage, de réalité d'économie d'énergie, d'argent, etc., qui est disponible évidemment librement sur notre site. Il y a un tout nouveau projet, enfin tout nouveau, date du mois de novembre, que j'aime beaucoup, qui est un projet d'enquête auprès des organisations pour documenter non plus forcément les techniques, mais les organisations en tant que telles, essayer de comprendre comment elles utilisent des low-tech soit comme moyen de production, soit comme moyen de vendre un service et de rendre service. Et par exemple, une des structures qui a été documentée sur cette fin d'année, c'est Néoloco en Normandie, qui est une des premières boulangeries en France qui fonctionne à l'énergie solaire en grande partie. Et c'est très souvent des petites structures en fait, qui ont vocation à rester petites, mais c'est plutôt justement leur organisation qu'on souhaite exporter et documenter, et qu'il n'y ait pas une énorme boulangerie solaire qui fournisse toute la France, évidemment, mais plein de petites boulangeries solaires espacées de manière intelligente. Et c'est un peu toute la philosophie là derrière qu'on essaye de comprendre et de documenter à quoi peut ressembler un écosystème low-tech réellement à partir de plein de petits champignons qui existent déjà et de réussir à faire en sorte que ça germe un peu partout sur le territoire. Et enfin, le dernier projet, qui est le programme communauté que j'anime personnellement, qui vise à rassembler, développer un réseau d'associations locales d'enthousiastes qui souhaitent porter des projets autour des low-tech à l'échelle de leur ville, leur territoire, comme le Low-Tech Lab Grenoble, par exemple. Nous y reviendrons aussi.
Voilà un peu les 4 grands projets actuels de l'association. Mais on a beaucoup parlé de pas très concret. Donc, pour vous donner des exemples un peu spécifiques, en plus de la définition, pour nous, les low-tech, c'est par exemple des panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer de l'eau ou un fluide à l'aide du rayonnement solaire. Ça peut être des toilettes sèches qui sont très connus pour économiser l'eau, mais en fait, à la base, il se trouve qu'ils sont surtout pertinents pour boucler le cycle plantes, aliments, déjection, nutriments et plantes à nouveau. Et au-delà de l'économie d'eau, c'est plus une solution écosystémique qui permet de boucler la boucle de l'alimentation, qui est très importante. Ou encore les poêles de masse qui permettent de se chauffer, de cuisiner, de produire de l'eau chaude, avec une consommation de bois et une émission de polluants qui est plutôt minime. C'est plusieurs low-tech que moi j'aime beaucoup dans notre contexte, parce qu'elles permettent de répondre avec une utilisation ingénieuse de ressources et du bon sens à différents besoins au sein de l'habitat. Après ce zoom sur des exemples, il faut quand même bien garder en tête que le concept de low-tech, c'est pas pour rien qu'il est compliqué, c'est parce qu'il est flottant géographiquement et temporellement. On nous demande très souvent, est-ce que ça c'est low-tech, est-ce que ça c'est pas low-tech? Et souvent on répond, je ne sais pas. En fait, au-delà des 3 critères qu'on a, qui sont pas, ils sont pas finis ni dans le temps, ni dans l'espace, dans le sens où des systèmes, solutions qui peuvent être low-tech chez nous ne le seraient pas dans des pays en développement ou inversement. Et ça dépend de beaucoup de choses. Français n'est pas la même que la low-tech d'il y a 20 ans dans le même contexte français également. Pour reprendre mes exemples, il est évident que, par exemple, le poêle de masse qu'on trouve être peu pertinent dans un contexte urbain, et particulièrement en immeuble, vous imaginez pourquoi, est plutôt pertinent en contexte rural, en revanche. Et je reviens encore beaucoup sur cette adaptation au contexte local, même pas forcément par pays, mais précisément par zone géographique, par territoire. Ainsi, on essaye de rester plutôt humble et de ne pas exagérer les promesses autour des low-tech. Elles ne peuvent pas évidemment couvrir les besoins de l'ensemble de nos sociétés, particulièrement dans les zones densément peuplées. Et le cas spécifique ici des industries de réseau est un bon exemple de l'avantage que peuvent avoir des high-tech avec les bons effets d'échelle. Mais cependant, même dans ce cas, une démarche low-tech pourrait sans doute s'appliquer avec utilité, par exemple pour des agglomérations de taille moyenne ou des villages, ou d'autres approches, d'autres modes de fonctionnement, d'organisation, comme je le disais, d'autres modes de vivre ensemble peuvent être envisagés. Et en ce sens, les low-tech ont le mérite de questionner les impacts socio-écologiques de nos systèmes techniques. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup personnellement. Et pour ne pas être trop chauvin sur la définition, je voulais vous en proposer une autre pour conclure cette toute première petite partie de définition avant de passer à quelques questions s'il y en a. C'est la définition de Gauthier-Roussel dans son article « Une erreur de tech » où il compare sur 2 critères, en fait, les high-tech et les low-tech, et il pose le problème que en anglais, enfin dans le low-tech, on ne sait pas si tech représente technique ou technologie. Ce qui veut dire 2 choses différentes. Et donc, selon lui, une société high-tech signifierait un ensemble socio-technique qui est plutôt high technology, où sont déployés massivement des objets et dispositifs qui ne montrent pas leur fonctionnement, mais produisent des opérations phénoménales de transformation du milieu, et qui est aussi low techniques, où il y a une accumulation des savoir-faire et des savoirs techniques à un nombre très restreint d'individus, et un appauvrissement technique d'une grande partie de la population. Voilà pour le côté high-tech. Et le côté low-tech, en revanche, ce serait un ensemble socio-technique qui serait plutôt low technology, où on a des objets, des dispositifs de pointe, mais qui sont utilisés avec une très grande parcimonie et où la production technologique s'inscrit dans une logique de soutenabilité du milieu. Mais qui est aussi high techniques, où ces objets, ces dispositifs, ainsi conçus, favorisent le développement d'une culture technique qui est forte et qui est partagée dans le groupe social.
Voilà une définition que je vous laisse méditer. Si vous voulez la relire, elle est disponible sur son article « Une erreur de tech ». Et si vous avez des questions après cette première partie, je vous invite à les poser. Si vous n'en avez pas, je laisserai la parole à Sacha. Merci beaucoup, Kevin. N'hésitez pas à poser. Il n'y en a pas eu dans le chat. Donc, Donc, ouais, des premières questions sur l'association nationale ou ces définitions-là du low-tech, des questionnements que ça vous apporterait ou pas. Et sinon, on continue et on garde un gros temps de questions à la fin. après, c'est bien de faire des petites pauses comme ça, mais peut-être que là, on est encore trop à froid pour poser des questions. Mais n'hésitez pas en tout cas. C'est clair. Si tout est clair, tout va bien. Vas-y, Sacha, je t'en prie. Ouais. Le nom de l'association, c'est le Low-Tech Lab. Donc Low-Tech comme Low-Tech et puis Lab, LAB. Il y a pas mal de ressources sur un site internet sobre, bien conçu avec l'aide de Gauthier Roussel, justement. Et bah, du coup, on va continuer pour que les idées fassent leur chemin. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est un petit pas de côté. Je vais un peu tirer la couette de mon côté parce que je vais parler des sujets que je maîtrise bien, à savoir la science ouverte et en particulier dans le milieu de l'énergie. Déjà, par science ouverte, qu'est-ce que j'entends? J'entends des données, donc ça peut être des données météorologiques, des données de consommation énergétique, de production. Donc là, on parlera d'open data. Des modèles, ça peut être un modèle qui rend compte du fonctionnement d'une éolienne, du fonctionnement énergétique d'un quartier. Des modèles donc, qui seront open source. Et des résultats. Donc ça peut être des publications scientifiques, ça peut être des tutoriels, ça peut être des résultats d'expérience, des rapports, en open access, donc accessible. Open data, open source, open access. Et qu'est-ce qu'on entend vraiment par science ouverte? Ça veut dire ouvert, dans le sens qu'ils sont réellement accessibles à toutes et tous, par Internet ou par d'autres biais, plutôt par Internet. Libre, dans le sens où on applique une licence open. Ça permet en fait d'y avoir accès légalement, de pouvoir l'utiliser légalement. Il y a différents niveaux de libre selon la licence qu'on va mettre, mais justement, ça permet de cadrer ce qu'on entend par science ouverte légalement. Et enfin, gratuit, donc accessible financièrement. On crée des communs de connaissances ouverts, libres et gratuits. Le problème, c'est que les principales approches historiques dans la modélisation énergétique, dans l'étude des systèmes énergétiques, elles manquent de transparence. Et puis, la majorité des approches actuelles, elles manquent de transparence aussi. Elles sont plutôt propriétaires et fermées. Il y a un mouvement d'ouverture des savoirs dans ce domaine-là qui émerge et il a plein d'avantages que je voulais vous détailler. Déjà, ça rend les outils et les connaissances accessibles par définition, mais aussi utiles, parce qu'en fait, ils vont être, puisque ouvertes, faciles à rapprocher des besoins concrets sociétaux, à adapter aussi aux situations variées qu'il peut y avoir autour du monde, et en plus, il n'y a pas de barrière d'adoption, puisque c'est gratuit et accessible. En plus de ça, les ressources, elles sont pérennes. La connaissance, elle sera toujours accessible parce qu'on ne va pas pouvoir fermer le savoir d'un coup grâce justement à la protection légale de ces données-là. Ça, c'est le premier point. Ça rend l'outil connaissance accessible, utile et pérenne. Deuxième point, c'est que ça améliore juste la qualité scientifique, en fait. Avec des travaux accessibles, on permet de réduire les efforts parallèles plutôt que chacun travaille dans son coin. On va travailler ensemble et a priori avancer plus loin. Et aussi et surtout, on s'ouvre au regard critique. Donc, ça permet d'éviter les erreurs, ça permet d'éviter les biais et ça permet parfois d'éviter la fraude. Je vous invite à vous renseigner sur l'affaire Reinhardt-Rogoff du côté des économistes qui a participé à entraîner l'Europe vers des politiques d'austérité, principalement parce que les économistes avaient rendu leurs travaux fermés, et ce qui a rendu très longue en fait, la vérification de leurs travaux. Un autre point, c'est que ça améliore la collaboration. Donc, on l'a vu, la collaboration entre scientifiques, mais aussi entre sciences et collectivités locales. On partage les méthodes, on partage le travail quantitatif. Ça permet de nouveau d'avancer ensemble. Et puis, le petit bonus, c'est qu'un des retours des pratiques open source, notamment, c'est que les développeurs sont juste plus heureux
Ils ont un niveau de bonheur plus élevé apparemment, du fait de savoir qu'ils participent à la création de communs plutôt que de participer à la création de biens privés. Donc, à vérifier, bien évidemment, ça c'est simplement des retours d'expérience. Les sciences ouvertes dans le milieu de l'énergie, ça a quand même quelques limites. Déjà, il faut respecter la vie privée, donc ça c'est une limite complètement légitime. Et il y a aussi la notion de financement de commun qui est encore difficile à faire entendre aux organismes financeurs. De dire qu'on va simplement contribuer à quelque chose qui ne nous appartient pas ou qui est gratuit et libre. Il y a une certaine inertie encore institutionnelle, mais les choses bougent dans le bon sens. On a pas mal d'indicateurs qui donnent des signaux favorables. On a la feuille de route du CNRS pour une science ouverte de 2019. En France, il y a la loi pour la République numérique de 2016 et le plan national pour la science ouverte 2 ans plus tard. Ça avance pas mal de ce côté-là. En Europe, il y a la très récente déclaration de Bonn pour la liberté de la recherche. Pas mal de plateformes déployées aussi, l'Open Science Platform. Et puis au niveau mondial, on a pareil un très récent appel de l'OMS et de l'UNESCO à la liberté de la recherche, à l'ouverture des savoirs. Donc tout ça, c'est plutôt rassurant. Et on a vraiment la sensation qu'on dépasse simplement les vœux pieux de oui, ce serait bien d'avoir la science ouverte. Je peux citer par exemple le plan S, qui est un plan européen qui va être adapté en France notamment, qui vise à un accès complet immédiat des publications scientifiques issues de travaux de recherche financés par de l'argent public, et vraiment en licence Creative Commons. Et ce, ça commence en 2021 et 2022, c'est acté. Donc, on dépasse les vœux pieux, là, on entre dans des faits assez concrets, ce qui est plutôt rassurant. Et si je me permets la punchline, la recherche publique semble peu à peu rendre sa recherche publique. Et du coup, de ce côté-là, côté scientifique, on est bien content. Ce qui va plus nous intéresser peut-être aujourd'hui, c'est le lien entre science et société. Des recherches ouvertes, ça permet d'étayer le débat public avec un argumentaire qui est transparent. Ça permet aussi d'équiper, d'accompagner les citoyens, les collectifs citoyens dans leurs projets, énergétiques entre autres. Et en fait, au-delà de ça, il y a une vraie nécessité en fait, de construire les connaissances avec les citoyens. Parce que si on veut répondre aux enjeux sociétaux, il serait bon de faire la science avec la société. Et de ce côté-là, la science ouverte, elle peut aider parce qu'elle fait le lien avec le citoyen par l'accès au savoir, mais elle ne va pas être complètement suffisante. Si moi, je vous donne du code open source ou toute une documentation ouverte, des rapports de 500 pages, ça ne va pas être très parlant pour vous, même si c'est accessible. Et là, il faut plutôt faire appel à des méthodes de science citoyenne. Donc, il faut rendre le savoir accessible d'une part, mais aussi compréhensible, accessible à la compréhension, on va dire. Donc, des méthodes de science citoyenne, ça peut être de la médiation, de l'éducation, de la vulgarisation. Pour la co-construction de projets comme ça, entre des collectifs citoyens et des experts, c'est bien aussi de mettre les parties prenantes sur un pied d'égalité, pas qu'il y ait de relations déséquilibrées de pouvoir dans cette construction-là. Et bref, tout ça, ça peut permettre de recréer le lien entre science et société, qui est une des missions de l'université, et redonner du pouvoir aux citoyens. Pour refaire le lien avec l'Elotech quand même, puisqu'on est là pour ça, un lieu en fait, qui permettrait d'incarner ce lien entre science et citoyens, ce serait un comptoir citoyen. Nous, on a un peu cette envie, notamment au Low-Tech Lab Grenoble. Donc un lieu, une infrastructure qui jouerait ce rôle d'interface science-société. Et pour ça, on s'inspire pas mal de travaux et de lieux existants qui s'appellent des boutiques des sciences. Il y en a une à Lyon notamment. Donc les boutiques des sciences, c'est un concept qui a émergé aux Pays-Bas. Les 3 missions, c'est du développement territorial, de la formation d'étudiants justement à ces enjeux-là, sciences-société, et enfin de l'adaptation de la recherche dans ces pratiques de production de savoir. Donc on a bien ces notions de sciences ouvertes et de lien sciences-société. Donc ça, c'est une envie qu'on a au Low-Tech Lab Grenoble, et du coup, quel rapport entre ce lien sciences-société, les sciences ouvertes et les low-tech? Bah déjà, les low-tech, l'ouverture des savoirs, le lien aux citoyens, c'est dans l'identité même des low-tech, via le mot-clé accessibilité qu'évoquait Kevin tout à l'heure. Et en plus, on a l'intuition, on émet l'hypothèse que des objets simples, perceptibles et praticables comme le sont les low-tech, elles semblent particulièrement adaptées et pertinentes pour refaire le lien justement entre science et société, parler de choses communes et compréhensibles. Un autre avantage, et on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça permet d'éviter les biais de conception en fait, en rendant toute la conception ouverte. On évite des biais comme l'obsolescence programmée. On rend les objets plus robustes, plus réparables. On se confronte à l'intelligence collective pour une amélioration continue.
On fait de la pérennité de l'accès au savoir, on s'assure qu'on aura toujours accès en fait aux ressources et aux communs qu'on développe. On peut s'adapter aux contextes locaux, Kevin l'avait évoqué tout à l'heure. Et du coup, pour finir là-dessus, l'idée, ce serait de mobiliser des savoirs académiques de manière ouverte pour explorer le potentiel de solutions low-tech, qui semble être un bon moyen, pas forcément, pas à confondre avec l'objectif, mais les low-tech semblent être un bon moyen de répondre aux enjeux sociétaux, aux enjeux socio-écologiques en fait, et avec des objectifs d'utilité, d'accessibilité, durabilité et résilience. Voilà, on retrouve tous ces avantages dans les démarches low-tech et ce serait pertinent de commencer à explorer ça avec de la recherche publique. Voilà pour le petit aparté sciences ouvertes et sciences citoyennes. On peut faire une petite pause question si on a des premières qui ont émergé. Et sinon, on va passer à plutôt l'aspect low-tech et transition. N'hésitez pas. Je vois que Flo a mis une petite question open source, la punchline. Je pense que la punchline, c'était ce qu'il disait par rapport à la recherche publique, faire de la recherche publique quelque chose de vraiment public. Je pense que ça faisait référence à ça. C'est tout à fait ça. S'il n'y a pas de questions, j'ai peut-être une question un peu en lien avec ce que tu viens de dire. Comment faire le lien entre l'ouverture de la science, les low-tech, et l'enseignement supérieur? Parce que c'est ici qu'on forme les prochains ingénieurs, les prochains techniciens, les prochains qui vont faire les nouvelles technologies. Comment faire ce lien pour... voilà, c'était ma petite question. Alors Kevin, est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on attend la suite? C'était dans le programme, je suis trop impatient. Ouais, bon, on peut en dire deux mots déjà maintenant. La première chose déjà, c'est que pour nous, c'est un début, on va dire, l'enseignement supérieur, mais c'est uniquement parce que c'est de là qu'on vient, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas du tout la fin du chemin, et particulièrement sur la question des low-tech. Il ne faut pas du tout que ce soit un savoir réservé aux ingénieurs et aux écoles de commerce et aux études supérieures. On veut travailler à ce que ce soit réellement intégré dans de l'enseignement, mais dès la primaire, si on me pose la question, voire plutôt même. Mais c'est un moyen pédagogique tellement fort et tellement ludique pour parler de sciences en général, et en plus de faire réellement travailler les étudiants sur des problématiques concrètes et non pas sur les mêmes TP qui ont 15 ans depuis 15 ans. Et donc, on y travaille, en tout cas, au sein de la communauté qu'a évoqué Sacha, low-tech recherche enseignement. Il y a d'autres structures qui y travaillent aussi depuis quelques temps. Il y a une école qui s'est montée à Guingamp, la Low-Tech School, qui est, elle, destinée à la formation de techniciennes et techniciens en réinsertion. Il y a peut-être bientôt en Savoie, j'ai été contacté par quelqu'un qui veut monter une formation en apprentissage aussi. Il y a vraiment beaucoup de profils différents qui s'intéressent à passer du savoir et à vulgariser ces systèmes, et c'est effectivement très important. Ouais, ça, comme le disait Kevin, vu que les low-tech, c'est des objets qui sont quand même simples, perceptibles, et puis toutes les questions que ça amène, les réflexions, on pourrait les avoir beaucoup plus tôt que dans l'enseignement supérieur, pour vraiment pas que ce soit réservé à cette minorité-là. Malgré tout, tant qu'à faire, on peut aussi le développer dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a l'aspect pratique, perceptible qui est intéressant. Et il y a tout l'aspect de questionnement sur l'éthique, la place de la technique aussi et de la technologie dans le monde, dans la société, surtout notamment pour des ingénieurs qui vont les développer, pour des sociologues qui peuvent aussi observer ça, des gens en sciences politiques. Donc vraiment sur l'histoire des techniques, la place de la technique et l'éthique des sciences. C'est des choses qui sont intéressantes. Et aussi, il y a la notion de ne pas faire les choses hors sol, en fait. Des low-tech, ça permet de reboucler, en fait, tout le cycle de la théorie qu'on va pouvoir apprendre. Donc là, je parle notamment dans l'enseignement supérieur, avec des choses très pratiques et perceptibles. Et même d'aller plus loin que ça, plus loin que la mise en pratique du TP, vraiment la mise en application dans la société réelle, en fait. De dire, OK, on a fait un panneau solaire thermique, une douche solaire, par exemple, mais est-elle vraiment utilisable? Dans le sens, OK, d'un point de vue ingénierie, elle fonctionne, mais maintenant, est-ce que
face à l'usage, elle est vraiment ergonomique, elle est vraiment pertinente pour répondre aux besoins de se doucher tous les jours à une température à peu près correcte. Donc ça, c'est sur l'intérêt, mais je pense que ta question, Théo, c'est plutôt sur le « OK, comment on fait ?» Et on essaye. Il y a le Shift qui publie son rapport sur le changement dans l'enseignement supérieur. Et il a fait une audition que je n'ai pas eu le temps encore de voir, mais peut-être que Philippe Biwix en parlera tout à l'heure. Une audition avec Philippe Biwix sur comment créer justement des enseignements autour des low-tech dans l'enseignement supérieur. Et dans le collectif Low-Tech Recherche Enseignement, on essaie de monter ça. À Grenoble INP, il y a un parcours qui va sortir à la rentrée prochaine pour les dernières années, justement, qui viendra amener des idées d'éco-responsabilité, de recul critique par rapport à la place de la technique. Donc, c'est des choses qui arrivent peu à peu. On essaie en avançant. Il y a des écoles d'été aussi qui sont faites en lien avec les lycées. Donc, les choses bougent peut-être lentement, mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Super. Merci beaucoup. On a une question de Nathan Pitillant. Il a l'impression qu'il y a quand même une compétitivité dans la recherche pour faire des articles, etc. Est-ce qu'on peut vraiment dire à des chercheurs de rendre publics leurs travaux? C'est pas qu'on peut vraiment dire, c'est qu'on le dit vraiment. Mais c'est très juste, hein. Il y a une compétitivité dans la recherche. La logique de compétitivité, elle devient intense selon les milieux. Moi, personnellement, j'ai la chance d'être un peu épargné par ça du fait de mon sujet de thèse, sans doute. Mais le fait est qu'en fait, le CNRS, par exemple, sur l'évaluation de ses chercheurs, des directeurs de recherche, maintenant, elle ne prend plus en compte que les publications qui sont rendues disponibles en open access. Si un chercheur a fait un super article, mais qu'il ne l'a pas mis à disposition, il n'est pas comptabilisé en fait en fin d'année. Et là, c'est un vrai pas en avant. On voit que c'est une vraie incitation en fait à la mise à disposition. Pour l'instant, on est surtout sur l'aspect open access, donc l'aspect résultat, mais il y a pas mal de revues qui de plus en plus demandent en fait la mise à disposition des données en plus de l'article. Donc, il y a effectivement ce contexte compétitif dans la recherche, mais on est en train de dépasser juste les appels et les vieux pieux. Moi, en tout cas, j'ai la sensation qu'on commence à passer à l'action là. C'est en France ou globalement, cette impression-là? Ouais, je parle de la France du coup avec le CNRS et Oui. le plan national pour la science ouverte et plus généralement de l'Europe quand même, parce que ces plans-là, en fait, c'est des répercussions de politique européenne. Il y a l'Allemagne qui est pas mal en avance sur ces sujets-là, notamment dans la modélisation énergétique, ce qui me parle, ils sont vraiment en avance sur l'aspect open source. Pour l'étranger, je ne saurais pas vraiment dire. En fait, je sais que les mouvements existent, hein, les mouvements de la science ouverte ailleurs, et il y a pas mal de choses qui se font aux États-Unis, mais c'est des choses que je connais beaucoup moins, donc je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus. Sinon, on avait une autre question de Williams. Alors, comment pensez-vous les risques, les dangers de l'open source, l'open data, etc., par rapport à la récupération par des personnes malveillantes, etc. Quels sont les risques, entre guillemets? Après, si Williams, tu veux prendre le micro pour mieux expliquer ta question, si jamais il y a besoin. Oui, je ne sais pas s'il faut préciser. Si tu peux donner un exemple, par exemple, de... Je ne sais pas si j'ai vraiment des exemples concrets, mais tu vois, alors moi je suis à fond pour la philosophie, mais en fait là, quand tu en as parlé, je me suis dit, merde, il y a quand même aussi, en fait, je suis d'accord, le fait que ça reste privé, du coup, on peut arriver à quelque chose de malveillant, parce qu'en fait, il y a qu'un groupe de sachants qui va pouvoir dévier dans ce machin. Mais du coup, si tout est en open source, si les datas sont en open source, est-ce qu'il ne peut pas aussi avoir des dérives par le grand public avec des groupes qui utiliseraient un savoir potentiellement à risque. Enfin, tu vois, Alors, est-ce que ta question, ça va être sur les données personnelles, par exemple? Ouais, par exemple. Et puis, si du coup, on va plus loin dans une société où des choses plus complexes sont aussi mises en open source,
donc des modèles, tu vois. Est-ce que du coup des personnes peuvent pas utiliser ces modèles pour construire j'en sais rien, des armes ou, enfin, tu vois, je pars un peu loin, mais voilà, c'est la question, quoi. Mm. Moi, je vais commencer. Je ne sais pas si Kevin, tu auras des éléments de réponse. L'idée, c'est pas de tout mettre en open source, en open data, notamment les données personnelles. Hein, ce que je disais, le respect de la vie privée, c'est une limite très pertinente pour arrêter la diffusion en open source, enfin en open data. Il y a juste une limite à poser, et là, ce genre de données ne doivent pas être rendues accessibles à toutes et à tous. Et du coup, il faut simplement choisir les licences et les modes de diffusion des données pertinents et pertinentes, et s'assurer que voilà, des données personnelles ne vont pas être diffusées. Et ça, c'est juste légitime et il faut le faire. On est à peu près d'accord, et la loi RGPD, elle protège à peu près bien les citoyens européens de ce côté-là. Et sur le deuxième aspect un modèle open source, si on le rend disponible, il pourrait être dangereux. Alors pour des armes, j'entends, et j'entends que ce soit une exception. Pour le reste, j'ai un peu plus de mal à voir. Un cas que je peux envisager, c'est sur l'aspect normatif, on va dire les normes. Et c'est des questions qu'on se pose pas mal avec les low-tech, justement. C'est si on a mis tout un tutoriel de construction, je ne sais pas, d'un biométhaniseur à disposition, et on a essayé vraiment de faire au mieux d'un point de vue sécurité. Malgré tout, s'il est auto-construit, ça va être assez difficile de faire en sorte qu'il respecte certaines normes. Et du coup, que faire en cas d'accident? Et là, effectivement, ça pose question. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des protocoles de sécurité, malgré tout, qui soient beaucoup plus distribués? Comment on intègre l'autoconstruction dans les normes? Enfin, c'est des questions qui sont vraiment pas évidentes et que moi, personnellement, je ne vais pas assez creuser. Mais c'est un des risques, moi, que je peux voir, ou en tout cas des limites qu'il peut y avoir. En plus de l'aspect, oui, à mettre à disposition de comment on fait une arme. Ça, je suis assez d'accord. Il ne faut pas faire. Je ne sais pas Ok, si Kevin, tu veux compléter. merci. Non, je pense que tu as dit ce que j'aurais dit aussi. Super. Merci beaucoup à Nathan et à William pour ces deux questions qui étaient super intéressantes. On vous laisse continuer, du coup. Ok. Chouette. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet et de la dernière partie, on voulait commencer à élaborer un peu sur sur une question qu'on nous a récemment posée à tous les deux en interview, sur le paradoxe ou la différence d'approche entre Smart City et ville low-tech, particulièrement dans le cadre grenoblois, puisque cette ville a la particularité d'être en même temps très tournée vers les hautes technologies du fait de son cœur de recherche, d'ingénierie et les industries relativement de pointe, et en même temps d'avoir un fort mouvement citoyen à tendance écologiste, et aussi une communauté autour des low-tech qui se densifie, et même un territoire de l'Isère qui présente beaucoup de projets entre l'atelier paysan, d'autres structures qui défendent beaucoup cette philosophie aussi. Et donc, quelles sont les deux approches? Qu'est-ce qui différencie pour nous une approche de smart city, de ville intelligente, contre une approche de ville plutôt low-tech? Tu veux attaquer, Sacha? Ouais, on peut commencer avec là des choses qui ne viennent pas de nous, mais d'un chercheur en urbanisme qui s'appelle Daniel Florentin, qui avait écrit, qui est directeur de la publication, je crois, d'une revue qui s'appelle Urbanité, et il a fait un numéro sur la ville low-tech ou slow-tech. Concrètement, ce qui souligne en fait dans ce numéro, c'est le fait que les pratiques du low-tech, elles viennent questionner les tendances vers les smart cities. Parce qu'on a la sensation que les villes s'orientent toutes vers le paradigme smart city, et sans nécessairement complètement le remettre en cause, les pratiques low-tech, elles viennent au moins questionner cette orientation-là, toujours avec cette idée de ne pas confondre les moyens et les objectifs. On voit les objectifs qu'on poursuit et il faut un peu questionner les moyens qu'on met en face pour y répondre. Moyen qui peut être la Smart City ou des pratiques plutôt low-tech.
Ce que Daniel Florentin souligne notamment, c'est 3 points. Le premier, c'est que des pratiques low-tech, elles permettent d'identifier des flux urbains, des ressources locales. Donc, ça peut être des flux d'énergie, donc l'ensoleillement notamment, mais aussi par exemple ce qu'on considère comme des déchets organiques qui peuvent être des ressources par ailleurs, les ressources locales, les flux de matière, etc. La deuxième chose, c'est qu'il invite à revaloriser, à re-questionner certaines activités qui sont peut-être plus lentes parfois, mais aussi moins impactantes. Donc, un exemple, ça peut être de la mobilité douce. Et enfin, le troisième point qu'il souligne, c'est que les low-tech s'invitent à bricoler et du coup de favoriser en fait la technique et le savoir-faire face à la seule technologie. En bricolant aussi, on rend visible ce que certaines infrastructures invisibilisent et on se réapproprie la ville en fait. Donc il y a toutes ces notions qui vont avec les low-tech aussi de sociabilité, de convivialité, de lien au vivant en plus des enjeux écologiques. Voilà, donc on voulait un peu introduire cette opposition apparente entre Smart City et ville low-tech par ces recherches. En tout cas, je vous invite à lire son édito de Daniel Florentin, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup appris. Merci. Et ouais, une des réponses qu'on avait apportées justement sur le moment à la question Smart City versus ville low-tech, c'était, moi, ce qui me paraissait important directement, c'était l'implication consciente ou inconsciente des citoyens. J'avais dans mon imaginaire que effectivement, une smart city, une ville intelligente, va chercher à optimiser les flux de données, d'énergie, de transport de personnes, et au travers de données récoltées potentiellement à l'insu des citoyennes et des citoyens, ou du moins pas à leur insu, mais de manière inconsciente, via leur téléphone portable, par exemple. Alors qu'une approche plutôt low-tech aurait cherché à impliquer de manière consciente les citoyennes et les citoyens et co-construire les propositions de réflexion, d'amélioration de ces différents flux, de transport, par exemple, d'autres choses aussi, d'énergie. Et du coup, on s'est renseigné par après là-dessus. Et il est vrai qu'il y a aussi des approches qu'on qualifierait plutôt de Smart City sur de la domotique qui utilisent de l'implication consciente. Et il peut y avoir un intérêt à déléguer certains usages à des systèmes automatiques, techniques. Mais néanmoins, une approche low-tech, elle, serait, on va dire, dans la globalité, plus garante des autres caractéristiques, de la durabilité et de l'utilité vers une tendance à la sobriété. Et de toute manière, une approche beaucoup plus conviviale. Et moi, je crois très fort que les meilleures solutions et les meilleures pratiques d'organisation qu'on peut inventer et proposer, c'est les personnes qui vivent l'organisation en elles-mêmes, qui vivent la ville, qui vivent leur quartier, qui sont le mieux placées pour les inventer, et non pas du traitement de données informelles, sans concertation, sans discussion, tout en plus générant un impact écologique souvent fort dans ces modes de collecte de données. Pour sortir du cas particulier ville, même si c'est un gros sujet, et revenir un peu sur l'aspect transition, une des prises de conscience qui m'a convaincu d'investir une bonne partie de mon temps et de mon énergie actuellement, depuis quelques années dans la thématique de la low-tech, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un domaine qui sera dans tous les cas utile. Je m'explique, que ce soit par exemple actuellement pour les problématiques d'adaptation au changement climatique, que ce soit donc pour les pays et les personnes qui les subissent déjà, que ce soit pour plutôt une optique de transition, donc de modifier notre société vers une société plus sobre, par exemple, ou que ce soit dans une optique de résilience,
face à des crises actuelles ou à venir, de développer les low-tech, ça permet d'augmenter notre résilience, et ça j'en suis convaincu. Et donc je me disais, on a un panel de raisons qui me poussent personnellement à travailler là-dedans. Et quoi qu'il advienne de l'avenir, c'est déjà utile maintenant et ce sera utile dans tous les scénarios qu'on nous propose. Néanmoins, on a quand même identifié évidemment des freins et des limites à cette démarche, cette philosophie. Une des premières, c'est que c'est justement un moyen qui permet d'aller vers plusieurs objectifs très différents. Je m'étais mis avec Sophie, notre membre de l'association, l'année dernière, à essayer de caractériser les différentes typologies de personnes qui s'intéressent au low-tech et pourquoi est-ce qu'elles nous contactent pour soit rejoindre l'association ou apprendre via notre site web, etc. Et on en a à l'époque distingué 3 ou 4. La première, c'est dans une optique, on va dire, humaniste, qui est un peu l'approche derrière laquelle on se positionne avec le Low-Tech Lab, à savoir essayer de travailler au bien commun, à rendre tous ces systèmes accessibles au plus grand nombre. Et donc plus un volet social quasiment que vraiment écologique ou économique. Une deuxième approche était plus justement sur l'aspect transition, qui est peut-être un peu plus l'approche de Philippe Buix, je dirais, qui en parlera sûrement juste après nous, dans le livre qu'il a écrit sur la définition d'une société techniquement soutenable et qui a été rendue techniquement soutenable grâce au low-tech. On approche plus des créneaux macroéconomiques, macro-sociétaux. Et une troisième typologie de personnes était plus des personnes qui cherchaient à s'autonomiser justement en réponse à peut-être des futures crises, quand il y a eu la grosse popularisation des théories sur l'effondrement. Pas mal de personnes se sont dit il faut que je sache me débrouiller toute seule ou avec quelques personnes pour répondre à mes besoins. Et c'est vraiment ça qui les motivait. Donc on se rend compte que l'objet ou la philosophie, low-tech, les savoir-faire qui sont là derrière attirent beaucoup de personnes et qui tendent vers des objectifs différents. Alors bon, c'est bien et c'est pas bien. On l'a listé dans les freins et limites pour ne pas oublier d'en parler. Ça a des avantages dans le sens où ça nous permet de parler à beaucoup de personnes différentes, de croiser les points de vue avec ces différentes personnes. Mais aussi, ça veut dire que derrière, il faut qu'on soit conscient que l'objectif initial qu'on défend à travers ces low-tech, ce n'est pas forcément le même pour tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'une structure utilise ou promeut des systèmes low-tech qu'elle a forcément les mêmes objectifs que vous. Notre frein qu'on avait listé, c'est en termes de public impliqué, particulièrement chez nous, en France, puisque c'est le contexte qu'on connaît. Mais en grande et triste majorité, c'est généralement des hommes blancs, ingénieurs. Vous en avez 2 ici qui vous donnent cette conférence. C'est une autocritique un peu auto-dérisoire, mais c'est le cas, on en est conscient. Et on travaille à changer ça. Ça change petit à petit, comparé au milieu qui s'intéressait au low-tech quand ça a commencé à être populaire en France. Et maintenant, ça devient déjà beaucoup plus accessible, mais ça ne l'est pas encore totalement. Et c'est un peu paradoxal que justement ces systèmes soient diffusés par des ingénieurs, très souvent masculins, effectivement. Et du coup, c'est un sujet dont on est conscient et qu'on essaye de changer. Un autre frein limite qu'on avait identifié avec Sacha, c'était essayer de sortir
de l'intellectualisation, on va dire, du concept de low-tech. Cette conférence, encore une fois, n'est pas forcément un bon exemple, mais le contexte n'aide pas. J'aurais préféré être avec vous à Grenoble en train de faire un atelier et de bricoler des choses. Mais bon, c'est aussi bien parfois de réfléchir à tout ça, mais on se rend compte que, particulièrement depuis que le sujet est populaire en France, ça fait beaucoup parler, beaucoup écrire, des livres, des articles, des tutoriels, alors que fondamentalement, c'est un domaine qui prend tout son sens dans l'expérimentation, dans l'erreur, dans la répétition, le bricolage, et la réponse concrète à des besoins, et non, on va dire qu'on va répondre à des besoins, ça, c'est pas forcément des low-tech, c'est penser au low-tech, mais faire des low-tech, c'est pas ça. Et une des conclusions que je préfigure avant la fin de cette conférence, c'est vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'attendez pas pour vous lancer. On en reparlera après, mais plein de possibilités différentes pour passer à l'action. Et c'est vraiment le message le plus important aujourd'hui. Il y a encore une limite, remarque sur particulièrement la définition et sur le fait que ce n'est pas une définition arrêtée ni stable. Comme je vous ai dit, on a 3 critères, mais ces 3 critères, il n'y a rien qui permet de les quantifier avec des chiffres, par exemple. Un critère d'utilité, l'utilité primaire, elle a été définie par plusieurs types de pensées différentes. Mais encore aujourd'hui, personne n'est vraiment en mesure d'imposer à tout le monde ça, vous en avez besoin, ça, vous n'en avez pas besoin. De la même manière que la soutenabilité ou que l'accessibilité, c'est très dur de mettre des indicateurs chiffrés et précis là derrière. C'est pour ça qu'on se place plus sur, on va dire, des espèces de curseurs qui peuvent être glissants. Je vais prendre l'exemple du vélo, puisqu'il est souvent utilisé là-dedans. Un vélo, au premier abord, quand on compare à une voiture, on va se dire que c'est un objet low-tech sans trop de problèmes. Si on le regarde en détail, eh bien, il est extrêmement dépendant de plusieurs industries de pointe, ne serait-ce que pour faire les pneus, que pour faire les roulements à billes qui y sont présents. Mais pour moi, c'est pas pour ça, ça ne fait pas du vélo une high-tech. Il faut être conscient que c'est un objet qui est dépendant de cette industrie, mais quand on regarde la quantité, la flotte de vélos présente actuellement en France, par exemple, il y en a énormément qui sont utilisés, il y a énormément de pièces en circulation, c'est très facile à utiliser et à réparer, et c'est pour ça que je le considère comme une low-tech comparé à une voiture, par exemple. Mais si ça se trouve, dans 100 ans, le vélo sera devenu une high-tech, j'en sais rien. Est-ce que tu voulais ajouter des choses par rapport à ces quelques parties, Sacha ? Ouais, peut-être rapidement sur le fait de l'intérêt que tu vois au low-tech dans tous les cas. De dire, tu as vraiment la sensation de faire quelque chose d'utile et de soutenable en poursuivant des low-tech. Il y avait aussi cette idée de vraiment faire avec l'existant. Essayer de faire avec des choses qui existent. Pareil, c'était en interview que cette idée-là était ressortie de souvent, on s'intéresse beaucoup au neuf. On s'intéresse, pour reprendre l'exemple de la ville et du bâtiment, à un bâtiment qui serait complètement éco-responsable. Donc, on a vraiment fait l'effort de faire toute l'analyse de cycle de vie du bâtiment, qui émette peu de gaz à effet de serre, qui ne pollue pas d'eau, etc. Il produit son énergie localement, c'est super. On peut même pousser plus loin en disant on l'a co-construit avec les habitants, du coup il est vraiment adapté à la demande. Et c'est super, hein, si on arrive à faire des bâtiments comme ça, neufs, c'est vraiment formidable. Toutefois, il faut aussi peut-être faire le deuil de ce truc complètement hors sol. Il n'y a pas une ville qui va tomber du ciel avec tous ces jolis bâtiments éco-conçus et qui sera super facile d'accès. Il faut vraiment s'intéresser, à mon sens, à la rénovation, en fait, à tout ce volet-là, de faire avec l'existant. Et les low-tech, elles vont aussi dans ce sens-là, de
de saluer tous les efforts qui sont faits du côté du neuf, mais aussi de s'intéresser à la rénovation, à ce qu'on peut faire avec ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on a à disposition. Et dans le milieu du bâtiment, toujours, vu le taux de renouvellement du bâti en France, c'est souhaitable de s'intéresser au volet rénovation et de ce qu'on fait avec l'existant. C'est aussi en ça que des pratiques low-tech paraissent intéressantes à explorer. Cool, merci. Et tu voulais dire quelque chose? C'est bon pour moi. Ok. Et pour finir, pas forcément conclure, mais en tout cas, vous laisser en ouverture avec ce que je considère comme le plus important, à savoir essayer d'inspirer, de faciliter l'action. J'ai essayé de reprendre la démarche du Low-Tech Lab et de vous donner des pistes, de vous proposer des pistes d'action au sein de chacune de ces démarches, selon ce que vous aimez, ce que vous sentez de faire. Nous, notre premier credo, c'est vraiment l'exploration. Enfin, de base, sont beaucoup plus compétents que nous sur les sujets qu'on essaye de traiter. Et du coup, il y a deux actions autour de ça, une qu'on a mis en place à Grenoble, qui est le Low-Tech Tour Grenoble. C'est un événement qu'on organise tous les étés en vélo. On part une semaine avec une partie des membres de l'asso pour aller à la rencontre des gens sur notre territoire qui utilisent des low-tech de manière personnelle ou professionnelle, un peu à la manière dont le fait le Nomade des Mers, mais de manière beaucoup plus locale et plus humble, on va dire. Et c'est un événement super chouette parce que des gens rencontrent des gens, ce qui devient rare en ces temps. On passe du temps ensemble et on est vraiment sur une dimension de partage. On échange, nous, du temps, de l'énergie, que ce soit l'été dernier pour aller récupérer en vélo, presser, faire des 300 kg de coulis de tomates contre les connaissances autour de la conserverie, de la stérilisation solaire, de la cuisson au bois, du chauffage au bois. Et dans chacun des lieux qu'on visite, comme ça marche très bien. C'est un fonctionnement un peu organique, mais c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de l'association. Vous pouvez nous rejoindre pour faire ça avec nous, mais c'est aussi une démarche que tout un chacun peut avoir, ne serait-ce qu'aller voir les anciens de son village ou même dans sa famille pour aller apprendre des choses, partager des choses. L'exploration auprès des personnes qui ont de l'expérience, c'est super riche. Il y a un autre programme qui s'appelle Low-Tech Explorer, qui lui est porté par le Low-Tech Lab, qui permet aux étudiantes et étudiants qui sont par exemple en année de césure de combiner une volonté de voyage, d'exploration, avec une mission de documentation de low-tech dans certains pays ou dans certaines régions. Et beaucoup d'étudiants qui sont déjà passés par ce programme-là et qui sont très contents et qui ont alimenté la plateforme de tutoriels du Low-Tech Lab. Le deuxième, après l'exploration, le deuxième volet, c'est l'expérimentation. Une fois qu'on a repéré et appris à faire un système low-tech qui nous intéresse et qui a l'air de répondre à nos besoins, c'est important de l'expérimenter déjà sur soi. C'est vraiment la base qu'on défend. Nous, on ne souhaite pas faire la promotion de systèmes qu'on n'a pas testés et desquels on n'est pas une part sûre du fonctionnement, mais aussi du confort que ça apporte. Et pour ça, il y a notamment l'expérimentation Low-Tech et Habitat, l'expérimentation de l'habitat pilote du Low-Tech Lab dont je vous ai parlé au début, et le rapport qui peuvent vous donner des billes sur des systèmes potentiellement expérimentés chez vous. Ou bien, encore une fois, de rejoindre des associations locales, comme la nôtre à Grenoble, mais il y en a d'autres dans d'autres villes, Bordeaux, Paris, Tours, Toulouse, et dans d'autres pays, même à Lausanne, à Montréal ou en Belgique, qui sont en train de se monter, pour aller rencontrer des gens avec qui expérimenter,
À Grenoble, on avait mis en place un projet qui s'appelait Low-Tech et Habitat, justement, où le but était de se mettre ensemble autour d'une table et de se dire, bon, déjà, qu'est-ce qu'on connaît de notre habitat? Et la première décision qu'on a prise à faire ensemble, c'était de se dire, tiens, si tous dans toutes nos colocs, appartements, maisons, on se fixait chaque semaine d'aller relever nos compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, juste pour connaître, pour savoir ce qu'on consomme et ce que ça représente. Et aussi, au fur et à mesure des semaines, du coup, quand on fait une modification, par exemple, chez nous, en novembre, on a installé des toilettes sèches dans ma colocation. Et d'une semaine sur l'autre, on voyait qu'on consommait entre 2 et 400 litres d'eau en moins, ce qui financièrement n'était pas évidemment un gain énorme, mais pour toutes les autres raisons que je vous ai présentées avant, entre la réduction de la consommation d'eau et boucler le cycle de l'alimentation, c'était un super chouette projet. Et d'avoir aussi, de pouvoir visualiser réellement les impacts concrets, pas forcément en termes financiers encore une fois, mais c'était assez plaisant. Le troisième volet sur lequel on travaille, c'est la documentation. En open source, on en a beaucoup parlé ici. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas forcément une culture qui est très présente en France. Par exemple, nous, on partage beaucoup de ressources en ligne. Et une des attentes un peu informelles là derrière, c'est que les personnes qui reproduisent nos tutoriels, ce n'est pas nos tutoriels, les tutoriels qu'on partage, eh bien, fassent des retours d'expérience, de dire ça a bien marché, ça n'a pas bien marché, je pourrais l'améliorer comme ça, etc., etc. Il y a une petite partie de personnes qui le font. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture open source et elle n'est pas encore très présente en France. On a beaucoup cette idée de soit payer pour un service de manière classique, soit dès qu'il y a quelque chose qui est gratuit, évidemment, on le prend sans forcément s'imaginer tout ce qu'il y a derrière et même comment est-ce qu'on pourrait être utile au reste de la communauté en faisant des retours. Enfin, après la documentation, on passe au partage. Partage comme diffusion, essayer d'accompagner sur le terrain. C'est ce qu'on essaye, c'est un peu notre mission principale au sein du Low-Tech Club Grenoble, en plus de l'expérimentation. L'exploration est assez comment dire, irrégulière, enfin ponctuelle pendant l'été par exemple. Le partage, c'est un peu le centre de notre mission, de vraiment essayer de toucher du monde, de les inviter à utiliser des low-tech. Et pour ça, c'est des bons moyens de toucher des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à cette thématique. Et comme le disait Sacha aussi sur la partie de la science ouverte, on s'est rendu compte que la science ouverte et notre plateforme de tutoriel en ligne, en soi, c'est déjà très bien, c'est un très bon premier pas. Mais pour beaucoup de gens, ça ne suffit pas, pour plusieurs très bonnes raisons, que ce soit des personnes qui vont se dire ouais, c'est cool, mais bon, moi je ne sais pas trop bricoler, le tutoriel du four solaire, je ne me vois pas le refaire tout seul ou toute seule. Et pour ça, c'est une limite du passage à l'action qui est super forte. La confiance que peuvent avoir les gens en leur capacité à répondre à leurs besoins eux-mêmes, elle est extrêmement faible aujourd'hui pour beaucoup de raisons. Et nous, on essaye de combattre ça parce que particulièrement au travers des low-tech, en fait, les gens sont capables, ils ne le savent pas forcément ou ne veulent pas le savoir, mais ils en sont capables. Et au travers du programme communauté, avec les associations locales dans les villes, on est là pour accompagner les gens qui vont se dire tiens, bon, je n'ai pas envie de faire mon four solaire tout seul, mais si je vais toquer à la porte de l'asso là-bas, peut-être que je peux le faire avec eux. Et ça marche en fait, une très grande partie, presque une trop grande partie, mais une bonne partie des gens qui sont des membres de l'asso sont des gens qui viennent pour apprendre à bricoler, et c'est super chouette, parce que c'est le plaisir de partager et de transmettre ces savoir-faire, et ces gens eux-mêmes deviennent des preuves qu'ils étaient capables dès le début. Ils avaient juste besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais d'un petit accompagnement pour se mettre à la main, à la pâte.
Et enfin, dernier volet d'action. Donc, c'était exploration, expérimentation, documentation, partage. Et la fin, c'est transmission. On a séparé les deux parce qu'on considère la transmission comme un volet encore au-delà du partage. Souvent, les personnes qui font de la transmission sont expertes, on va dire, ou pas loin de l'être, et ont pu justement explorer, expérimenter, documenter pendant un certain nombre de temps, d'années, avant de vraiment être dans une position de transmettre. C'est ce qu'on fait au travers du projet L'Autre, Low-Tech Recherche Enseignement, c'est ce qu'on essaye de faire, ce dont a parlé Sacha, au sein des milieux académiques. Mais il est aussi possible de bénéficier de transmissions auprès de nombreuses formations pratiques. Il y en a beaucoup en France. On est en train de les recenser au Low-Tech Lab pour qu'elles soient toutes disponibles au même endroit. Mais il existe beaucoup d'associations qui s'appellent même pas forcément Low-Tech et qui travaillent sur le sujet depuis souvent plus longtemps que nous, que ce soit justement pour faire des cuiseurs à bois, des fours solaires, des éoliennes, ce genre de choses. Il existe des moyens de se former techniquement auprès d'organismes experts, et c'est une autre possibilité d'action si vous appréciez cet angle-là. Et pour revenir sur la communauté Low-Tech Recherche Enseignement, elle répond un peu à plusieurs objectifs, mais la première, c'est ce que disait Sacha, la prise de conscience dans le milieu académique autour des enjeux socio-environnementaux, qui, de mon point de vue extérieur, vient de prime abord des étudiants et des étudiantes qui font pression sur les administrations pour changer leur socle d'enseignement. Et en ce sens, moi, je me sens personnellement responsable de les accompagner là-dedans, d'essayer de construire des enseignements avec eux et qui leur sembleraient plus utiles. La deuxième, c'est de faire émerger une communauté pour échanger sur ces sujets, parce que justement, si on va monter des cours autour de Low-Tech à Grenoble, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas dispensés, pas forcément exactement de la même manière, mais dans d'autres structures, d'où l'importance d'une communauté, de pouvoir bénéficier, de mutualiser du travail, et aussi que les écoles et les administrations académiques repensent vraiment leurs activités. Ce n'est pas forcément que à l'industrie ou que au transport de repenser ses activités. Non, je pense que l'enseignement a aussi une grosse part du travail à faire et adapter justement ces activités aux défis d'une société actuelle qu'on souhaite sobre et résiliente. Si tu veux étoffer, Sacha, sur la partie Low-Tech Recherche Enseignement, je t'en prie. Sinon, je peux conclure. Ouais, en deux mots, l'idée aussi, en plus des étudiants qui poussent, il y a aussi quelques chercheurs et chercheuses qui se sentaient un peu isolés en réfléchissant à ces problématiques-là, les enjeux socio-écologiques et puis même plus particulièrement le développement de Low-Tech. Et du coup, l'idée de cette communauté, c'était aussi de faire du lien en fait entre ces gens, pouvoir échanger, construire des choses ensemble. Et c'est peu à peu ce qu'elle permet de faire, cette communauté. Et il y avait un autre point que je voulais aborder. Ah oui, et du coup, concrètement, on a lancé des événements. On a eu un premier événement en juin dernier qui s'est tenu sous forme de webinaire du fait du contexte, mais on a réussi à faire un événement en présentiel en octobre dernier. Et depuis, on continue à échanger du coup en visio par la force des choses, et aussi et surtout grâce à un forum en ligne qui permet de partager ces ressources, justement de faire le lien dont je parlais. Et Kevin, je te laisse finir. Ok, merci. Au-delà de ces 5 points propositions d'action, pistes d'action que je voulais vous soumettre, j'ai plus grand-chose à dire. J'espère que ce qu'on a essayé de vous transmettre était clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu qu'il y en a déjà quelques-unes auxquelles on va répondre avec Sacha. Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous retrouver sur la partie grenobloise,
je vous invite à soit envoyer un mail à notre adresse qui est grenoble@lotechlab.org, soit venir nous rencontrer. On va participer à la Biennale des villes en transition la semaine prochaine, le vendredi, au Square Léon Blum de mémoire, pour présenter notre cuisine événementielle et conviviale qu'on transporte en vélo. On va participer aussi, pour vous donner d'autres exemples d'actions, début avril, à un chantier participatif avec la mairie pour équiper l'espace extérieur d'un camp de réfugiés et de Roms sur le Rondeau, au sud de Grenoble. Et on a beaucoup d'autres projets en cours, notamment un gros projet autour de la question de la low-tech et de la précarité énergétique, qui n'ont pas encore été de domaines vraiment traités conjointement. Voilà. Et puis toutes les idées que vous auriez, envie de développement, de bricolage, d'équipement de votre chez vous sont bonnes à prendre, donc n'hésitez pas. Merci pour votre attention et merci à Sacha. Merci. Et à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, on peut directement commencer avec les questions. J'ai vu que Maria avait une question. Si tu veux prendre le micro pour la poser, tu es libre. Oui, bonjour et merci pour cette conférence. En fait, c'est Kevin qui a un petit peu répondu tout à l'heure à la question en disant que bon, finalement, c'est pas une question de trouver les bons mots. En effet, j'ai l'impression qu'on parle quand même des technologies qu'on peut dire qui sont de l'électronique. Donc, en fait, que c'est quand même un petit peu high-tech. L'idée, c'est en fait pour quelles raisons, dans quel est-ce qu'ils sont utiles, est-ce que c'est quelque chose qui peut être réparable, durable dans le temps. Du coup, c'était un petit peu une question pour voir est-ce que finalement, ça ne prête pas en confusion aussi le terme low-tech, et est-ce que peut-être pourrait être intéressant d'avoir un terme différent, je ne sais pas. Enfin, voilà. Merci pour cette question et d'avoir un peu précisé. En tout cas, il est vrai que nous, en tout cas, on essaye de refuser l'opposition ferme low-tech, high-tech. Au Low-Tech Lab, on n'est pas contre les high-tech. On est contre une partie de ce qu'elle propose comme modèle de société, on va dire. Et on est contre on est contre le fait qu'elle soit très peu accessible, très peu réparable très souvent. Mais néanmoins, certains de ces systèmes techniques peuvent trouver leur place en complément d'objets ou de savoir-faire low-tech. Un des exemples de base qu'on donne, c'est Internet, évidemment, qui, nous, est notre outil principal de diffusion. Et je pense que sans cette high-tech, on n'aurait pas pu avoir l'impact qu'on a actuellement sur le partage, la réplication des tutoriels, etc. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on défendra Internet coûte que coûte, puisqu'il y a énormément de travers avec l'utilisation de cet outil. Mais que utiliser de manière sobre pour du contenu utile, je pense que c'est un très bon outil. Et sur la question s'il peut y avoir d'autres noms, on connaît quelques synonymes. J'ai vu un peu plus tard dans les questions la mention d'Ivan Illich qui avait mis sur le devant de la scène les technologies conviviales. Ouais, il y en a plusieurs, technologies appropriées, technologies conviviales, technologie douce, technologie juste. Il y en a plein. Il se trouve que low-tech est celle qui a gagné la bataille, on va dire, sans forcément que ce soit non plus de notre ressort, en fait. Enfin, je ne pense pas que ce soit de notre ressort, c'est le mot qui s'est pas mal popularisé, après aussi, notamment l'ouvrage de Philippe Luix, je pense. Et donc, c'est celui qu'on a choisi d'utiliser.
Il a des défauts, ça, on est conscient. Mais en tout cas, il parle, je pense, à une bonne partie des gens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Merci. Si Emmanuel Cibla, vous voulez prendre le micro pour poser votre question tout à l'heure sur la professionnalisation en quelques mois des low-tech. Peut-être pas, si. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, bonjour. Oui, c'était pour rebondir aussi, Kevin, tu disais on ne veut pas seulement parler de concepts intellectuels, mais de donner des exemples pratiques. Donc, c'était est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de low-tech qui ont fait l'objet d'applications pratiques, notamment, pas seulement dans la sphère individuelle, mais dans la sphère professionnelle ou industrielle, et où il y aurait une mise en application pratique à l'échelle significative, quoi. Alors, je me permets de répondre à la question d'abord en revenant sur la notion d'échelle, puisqu'elle est très pertinente et pour moi, c'est le point central de la question. Justement, c'est à quelle échelle, enfin, qu'est-ce qu'on souhaite faire passer à l'échelle en fait? Est-ce que ce sont les systèmes low-tech? Est-ce que c'est le mode d'organisation? Est-ce que c'est plutôt la philosophie d'essayer de concevoir des systèmes simples, accessibles, etc. Mais pour essayer de donner des exemples concrets, là derrière, j'ai quelques idées. Il y a notamment une structure qui s'appelle Solar Fire France, qui est l'entreprise, je crois que c'est une entreprise qui a travaillé à concevoir et développer le concentrateur solaire qu'utilise par exemple Neoloco dans sa boulangerie solaire. Et eux, justement, leur idée là derrière de passage à l'échelle, c'est de rendre ces plants disponibles de telle sorte que plusieurs petites manufactures locales, comme c'est actuellement le cas en Normandie, où il y a une entreprise qui fait de la métallerie, je crois, qui à partir de ces plans, a construit le concentrateur solaire qu'utilisent les boulangers. C'est quand même une grosse machine qui vaut plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. Et là, l'objet de passage à l'échelle, c'est pas forcément, comme je le disais, d'avoir une grosse industrie qui va créer ça et distribuer ça dans toute l'Europe ou voire toute la planète. C'est plutôt de faire en sorte que ce savoir-faire puisse être distribué. Et là, on est sur un type d'organisation, enfin, on est sur deux types d'organisation. Du coup, la première qui est la boulangerie, qui, elle, crée des produits à partir d'un outil de production qui est low-tech, le concentrateur solaire, qui est basé sur des concepts low-tech. Et une autre structure qui est la manufacture du concentrateur, qui, elle, à partir d'objets plutôt high-tech, de construction métallique, va construire un produit low-tech qu'elle va vendre. Donc ça, c'est deux types de modèles économiques liés à la low-tech qu'on peut voir émerger, enfin qui ne sont pas spécifiquement liés à la low-tech d'ailleurs, mais en tout cas qu'on voit émerger. Je ne saurais pas dire encore si, par rapport à votre question, c'est une application à une échelle significative, mais en tout cas, c'est un mouvement qu'on voit se développer et qui est plus du tout négligeable ou anecdotique à notre sens et qui va dans le bon sens de ce qu'on essaye d'imaginer comme société low-tech avec des petits centres de production, de la manufacture à l'échelle quand c'est pertinent, avec des high-tech, comme par exemple les structures qui construisent les concentrateurs solaires. Et je réfléchis si j'ai d'autres exemples spécifiques en tête. Après, ce serait plutôt sur d'autres pays que la France, mais je citerai, je pense, Ecofiltro. Je crois qu'il y a une structure qui est allée documenter le nomade des mers là, il y a quelques mois, qui a mis au point des filtres, des systèmes de filtration de l'eau pour la potabiliser à base de céramique et de charbon actif.
Et en fait, eux ont carrément fait en sorte de, enfin, tout ce qu'ils ont documenté, enfin, tout ce qu'ils ont mis en place comme modèle économique et logistique, etc., autour de leur technologie. Ils l'ont laissé ouvert de telle sorte que dans plein d'autres pays, il y ait des espèces d'éco-filtro bis qui se soient montés sur les mêmes techniques et outils de production. Donc là encore, on est dans l'industrie qui utilise des high-tech pour produire des objets low-tech, mais sans, et ça c'est très important, sans fermer leur modèle, de telle sorte que leur modèle soit réplicable, parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas l'ambition d'aller conquérir la planète avec leur système de filtration, et ils étaient très contents de l'impact qu'ils avaient localement. Mais ils étaient conscients qu'il y avait un besoin dans d'autres localités, et du coup, ils laissent ouvert leur modèle de telle sorte qu'il y ait d'autres structures qui puissent se monter. Ça peut être dangereux comme stratégie, j'en conviens, notamment sur le fait que à terme, peut-être qu'un énorme acteur arrivera à rassembler tout ça, à diminuer les coûts pour proposer sur un bon marché mondialisé comme on le connaît, un produit standard absolument partout. Mais en tout cas, ce n'est pas la volonté de cet acteur initial. Et c'est un bon exemple, je trouve, encore une fois, de ce que peut être une petite industrie et un passage à l'échelle, pas comme on les connaît d'habitude. Super. C'est vrai, cette question se pose en tout cas. William, ta question a partiellement été répondue concernant Ivan Illich, mais c'est vrai qu'elle va un peu plus loin. Si tu veux la poser, n'hésite pas. Ouais. Du coup, donc, il y avait la petite vanne de savoir si vous pensiez que Ivan Illich, c'était un peu le papa de la philosophie low-tech, mais parce qu'effectivement, je trouve que son livre sur la convivialité pose vraiment des bases assez importantes, quoi. Donc voilà, ça c'est une première partie de question. La deuxième, c'est de savoir comment vous associez la philosophie de la low-tech avec celle d'une pensée permaculturelle, une pensée permacole liée à la permaculture. Et puis, voilà, j'en rajoute une. Donc voilà, c'est quand même des gros trucs, hein, mais une dernière, ça serait du coup sur tout à l'heure, tu soulevais un peu la question, enfin, la grosse problématique. Moi, c'est pareil, je suis un homme blanc, hein, plutôt avec bac+3. Voilà, comment on sort de ce schéma-là? Enfin, en tout cas, voilà, c'est la question posée. Et vous, est-ce que vous avez une idée de réponse? Mais même, là, il y a aussi des femmes, hein, et c'est très bien. Mais voilà, comment on sort un peu de ce truc bac+3, 5, 8 et occidental, tout ça, tout ça. Ok. Sacha, tu veux répondre à la première question? Tu veux que je la prenne? Enfin, tu me dis si tu veux. Ouais, je peux commencer. Je te passerai la main. Sur la première question d'Ivan Illich, il y a Ivan Illich et d'autres penseurs, hein, dans les années 70. Alors, je ne suis pas, encore une fois, mea culpa, je ne suis pas spécialiste des penseurs des années 70. Je me source pas mal sur le numéro hors série que Socialter a fait sur les low-tech et aussi la présentation d'une chercheuse en sciences sociales, Pascale Trompette, qu'elle avait fait à la journée L'Autre, justement, en octobre dernier. Donc, il y a d'accessibilité, d'utilité, de respect du vivant et de l'environnement. Ivan Illich, Ernest Schumacher avec les technologies intermédiaires. Et ça tombait pas mal avec la grosse industrialisation qui est arrivée, la mécanisation, le Fordisme, etc., où du coup la place de l'humain là-dedans devenait, avec les notions de convivialité d'Illich, c'est l'outil qui se sert de l'humain et plus l'inverse, quoi. Et là, aujourd'hui, en 2021, ces questions reviennent avec en plus l'urgence climatique et l'urgence des limites planétaires. Donc, il y a des légères différences qui peuvent être observées. Et notamment, et puis on peut aussi apprendre des choses qui se sont passées. Ce que Pascale Trompette, par exemple, soulignait, c'est qu'on avait eu deux modèles qui avaient perduré depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. C'est des technologies intermédiaires où on gardait les idéaux
initiaux de respect du vivant, de convivialité, durabilité, etc. Mais on n'arrivait pas à avoir justement une diffusion de ces pratiques-là. Du coup, première limite. Et deuxième limite, des pratiques plus d'innovation frugale, qui peuvent être très pertinentes parfois, mais qui, dans un contexte mondialisé, devenaient très mercantiles et on vend plus un maximum d'objets simples et pas chers à beaucoup de monde en besoin. Et on se fait de la marge là-dessus. Et du coup, c'est plus souhaitable et on a perdu un peu les idéaux initiaux. Donc, les deux dérives. Et est-ce que les low-tech sauront jongler entre les deux sans tomber dans un des écueils? On espère. Ça, c'est le premier point. Kevin, si tu veux compléter et ou enchaîner. Voilà, c'était très complet. Je ne suis pas plus spécialiste des glitches que toi. Je peux essayer d'enchaîner sur la question de l'association avec la philosophie permacole, que je connais peu, encore une fois, mais en tout cas, les quelques caractéristiques que j'en connais sont très proches de la philosophie low-tech, ne serait-ce que la partie vraiment d'essayer de concevoir des écosystèmes et pas de répondre à ses besoins en silo. C'est un bon premier pas, mais une fois qu'on a réussi ça, essayer de voir comment est-ce que les systèmes low-tech peuvent s'alimenter entre eux et vivre, en fait, parce que c'est comme, enfin, c'est pas souvent, mais ça peut être une bonne partie d'écosystèmes vivants. Pour ça, je peux donner l'exemple de la biosphère, qui était un projet bien délimité dans le temps que Corentin Châtelpuron avait porté après la première partie du Tour du Monde sur le nomade des mers, où il était parti 4 mois sur une plateforme en bambou justement pour tester une trentaine de low-tech hors du contexte du bateau qui était vraiment très compliqué, enfin qui n'était pas le contexte le plus approprié pour vraiment expérimenter des systèmes techniques. Et du coup, sur la plateforme Biosphère, il s'est intéressé à comment est-ce que sa culture de spiruline nécessitait du CO2, produisait de l'oxygène. À côté, il avait un élevage de grillons qui consommait de l'oxygène, qui produisait du CO2. Lui-même, il mangeait les grillons. Ses déjections alimentaient à travers un biofiltre son système d'hydroponie, il mangeait les plantes, donc on ouvre et on referme plein de petites boucles comme ça. Et on essaye, je pense, dans les futures années qui vont venir, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire sur ces relations entre écosystèmes techniques vivants. Et on essaye de les combiner pour essayer de voir lesquels sont lesquels s'améliorent, lesquels se diminuent. Et en ce sens, j'estime que c'est proche de la philosophie permacole. Peut-être aussi sur la... Ouais, si on parle vraiment de la philosophie low-tech plus que des objets techniques, j'imagine qu'on s'en rapproche, et particulièrement du stéréotype de la permaculture que les gens voient comme une technique agricole. Et c'était mon cas il n'y a pas très longtemps. Alors qu'en fait, c'est une philosophie de vie bien plus large. De la même manière, les low-tech sont souvent cantonnés aux bornes un four solaire, par exemple. Alors que non, vraiment réfléchir à la low-tech à travers, par exemple, du concentrateur solaire, c'est faire mon pain quand il y a du soleil, vivre avec les ressources qui nous entourent et pas avec une disponibilité énergétique notamment, mais de matériaux, plein d'autres choses aussi, mais pas avec une disponibilité énergétique surabondante. Dans un sens, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça se rapproche de la philosophie permacole. C'est marrant, et je ne sais pas si Sacha, tu vas compléter sur ce point permacole, ça m'intéresse, mais c'est marrant parce que tu dis que tu n'en connais pas trop, mais au final, ça va te débrouiller assez bien quand même. T'es pas mal dans les coups. Cool, merci. J'allais faire la même observation, ce qui fait que je ne compléterai pas. Et il y a quelque chose aussi, peut-être si je peux compléter,
j'ai l'impression que l'hélotech et la philosophie permaculture découlent beaucoup, enfin aujourd'hui je le vois comme ça, découlent beaucoup des théories d'effondrement et cette volonté de résilience. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, je ne sais pas si je fais fausse route, mais cette volonté de vouloir être résilient, le plus résilient possible tout en respectant les limites planétaires, etc. Voilà. Ce point-là, je ne l'identifie pas forcément comme une cause de la. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est parce que les gens veulent devenir résilients qu'il y a un mouvement autour d'Elotech, etc. Je pense que c'est une des conséquences de la popularisation des théories sur l'effondrement, etc., comme j'en parlais. Mais il se trouve que c'est des mouvements beaucoup plus anciens, j'ai l'impression, et qui reposent juste sur quelques principes très simples et très compliqués en même temps, mais où des gens sont vraiment demandés comment est-ce que je peux vraiment vivre en harmonie avec mon environnement, que ce soit mon environnement vivant, mon environnement technique, mon environnement avec les autres personnes humaines. Et de ça en découlé un peu ces mouvements-là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est basé sur beaucoup de bon sens, en fait, et d'humilité derrière la simplicité des modes de vie qui sont mis en avant, comparé à maintenant où, entre autres, les théories sur l'effondrement provoquent un sentiment d'urgence et de remise en question plutôt sur de la survie que de la vie, en fait, comme je le perçois. Et du coup, les gens cherchent à tout prix des moyens de s'équiper intellectuellement et physiquement en vue des crises à venir. Et ils tombent sur ces philosophies permaculture ou low-tech qui sont présentes et qui répondent à une bonne partie de leurs attentes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils s'y intéressent. Et ce n'est pas ni une critique ni un mal. Ça a été au moins une partie des raisons pour mon intérêt envers ces choses-là, mais j'ai l'impression que la racine même de ces philosophies est plus profonde et même plus simple que ça. Yes. Merci. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, j'avais une question. Enfin, j'en avais plusieurs, mais je vais commencer par la première. Est-ce que Holotech Lab, alors je ne sais pas si ça a trop été possible, mais vous avez vu les effets du confinement, par exemple en France, sur cette volonté de vouloir refaire avec ses mains, se rapprocher de ça. Parce que personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu mon confinement. J'ai eu du temps d'un coup et j'ai eu envie d'apprendre à faire avec mes mains. Je me suis mis à jardiner, je me suis mis à bricoler, etc. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a ça a provoqué quelque chose au sein du Holotech Lab, une espèce de retour aux sources du savoir-faire? Ouais, ça a eu un peu deux effets, je pense. Encore une fois, paradoxalement, pour les personnes qui en avaient la chance et les moyens, elles se sont retrouvées avec du temps et soit un terrain à disposition, des outils et des idées de projet. Soit pour les personnes qui n'en avaient pas la possibilité et qui trouvaient ces possibilités au sein de structures extérieures, comme les assos ou quoi. Là, ça a été plutôt l'inverse, où elles se sont retrouvées chez elles en appartement, à pouvoir essayer de jardiner ce qu'elles pouvaient, mais pas grand-chose sûrement. Et pas pouvoir bricoler alors qu'avant, elles avaient un atelier pour le faire et tout. Donc, je pense qu'il y avait un peu deux extrêmes, on va dire. Mais alors, j'ai pas des statistiques chiffrées sur ne serait-ce que les visites du site ou quoi là-dessus, mais j'ai constaté sur quelques membres de l'asso locale grenobloise, du moins, justement, qui ont eu la chance de pouvoir faire ça, ils se sont mis à bricoler, expérimenter chez eux, chose qu'ils auraient pu faire depuis longtemps, en fait. Mais là, le contexte a aidé, je pense. Et j'ai trouvé cool la démarche aussi
ou deux en particulier, de partager ça aussi au travers de vidéos pour montrer aux autres ce qu'ils avaient fait, les erreurs par lesquelles ils étaient passés et les conséquences qu'ils avaient pu en tirer. Donc, je ne pense pas que ce soit bénéfique à long terme, justement, si on veut étendre la question à se dire est-ce que si on donne du temps aux gens, mais peu de capacité d'interaction avec d'autres, est-ce que ça va améliorer le développement et la diffusion des low-tech? Je ne pense pas. Parce que justement, les personnes qu'on veut et qu'on aimerait toucher, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens de faire ça chez elles. Et du coup, on a plus intérêt à pouvoir se voir en tant qu'humain en vrai et faire des choses ensemble. Et de toute façon, c'est plus sympa. Et ça me rappelle la troisième question que William avait posée, qui n'était pas écrite, sur comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a la réponse déjà? C'est une bonne question. Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'entre-soi, éducation supérieure, plus homme, plus blanc? Je sais pas, nous on n'a pas de méthode, écrite ou de processus en tout cas, mais je pense on essaye d'appliquer la démarche qu'on a, à savoir exploration, expérimentation, de sortir de notre zone de confort par rapport à ça. Et sur l'aspect, sur l'antenne grenobloise, les ateliers low-tech et précarité énergétique en sont un très bon exemple. Parce qu'on a vraiment changé de posture où déjà on s'adresse à des personnes auprès de qui on a besoin de faire vraiment de la vulgarisation très forte, personnes qui ne connaissent pas du tout les low-tech et à qui on explique aussi les phénomènes techniques qui se passent au travers de ces systèmes. On discute avec des personnes qui sont en fait plein de ressources, évidemment, et qui ont plein d'idées, plein de motivations pour installer des systèmes chez elles. Et il ne leur faut pas grand-chose d'autre qu'un petit coup de main pour se lancer. Donc, c'est des très bons indicateurs sur le fait qu'effectivement, les low-tech répondent à leurs critères d'accessibilité. Et que c'est à nous d'en faire l'effort de diffusion ici. Et pourquoi je dis ici? Parce que on a la chance, et j'irais même jusqu'à dire que même les personnes précaires en France ont la chance d'avoir une bonne partie de leurs besoins qui sont assouvis. Et du coup, les low-tech n'apparaissent pas forcément comme une alternative immédiate et obligatoire à développer partout. Contrairement à d'autres pays dans lesquels l'innovation sous contrainte est très présente et née, en fait, c'est dans ces pays-là que le bateau nomade des mers circule pour recenser les low-tech. Mais c'est pas pour ça que les low-tech n'ont pas leur place chez nous. Au contraire, justement, c'est bien parce qu'on se questionne sur la manière dont on répond à nos besoins et qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes et même mieux faire nous-mêmes. Et en tout cas, faire comprendre aux gens qui peuvent le faire. Donc la réponse en cours, c'était pour nous sortir de notre zone de confort et de l'entre-soi de manière en portant des projets intéressants et qui pour l'instant portent des résultats très chouettes. Pour ajouter quelques mots là-dessus, sur le projet low-tech et précarité aussi, encore une fois, on essaie d'avoir une position assez humble parce qu'on n'est pas des acteurs de la précarité à la base. Donc on a d'abord essayé de s'appuyer sur tous les acteurs qui travaillent déjà dans ce milieu-là et qui ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus pertinents pour nous accompagner là-dedans. Mais voilà, ça permet de nous mettre en contact et de présenter les low-tech, voir si elles ont vraiment un intérêt ou justement, puisque pour l'instant, elles sont plutôt construites dans un entre-soi, même si émanant d'innovation sous contrainte, est-ce qu'elles sont pertinentes pour des populations à qui ça servirait vraiment, quoi. Donc, c'est des questionnements qu'on a et on essaie de pousser ça. Et un autre élément, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, c'est l'éducation et la médiation. Et justement,
pas en enseignement supérieur, là, mais plus tôt. Donc, ça peut être le lycée, même si c'est peut-être un peu tard. Ça passe aussi par des activités à l'école, dans des collèges. Donc, pour l'instant, notre action, c'est plutôt sur des événements type fête de la science et autres. On pourrait pousser dans des interventions un peu plus vastes. Il y a des projets d'école d'été, par exemple. Et en termes de médiation, il y a le Low-Tech Lab Montréal aussi qui porte un projet de fresque des low-tech, à l'image de la fresque du climat, qui peut être aussi un bon moyen de médiation et de diffuser à d'autres personnes que des gens qui connaissent déjà ces pratiques-là. Voilà. Merci beaucoup pour ces outils, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. D'ailleurs, la fresque du climat, il y en a eu une au tout début du festival. C'est vrai que c'est un super moyen pour se questionner et pour en apprendre davantage sur le climat et j'imagine sur les low-tech. Ça serait intéressant de voir ça en France, si c'est aujourd'hui à Montréal. Du coup, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Moi, j'ai une petite question complémentaire. Peut-être après, on va peut-être arrêter là après parce que ça va être l'heure. Moi, j'avais une question par rapport au lien entre les low-tech et l'économie circulaire. Est-ce que les low-tech doivent s'ancrer dans une logique d'économie circulaire ou c'est des concepts qui sont complètement disjoints et qui ne sont pas du tout réfléchis l'un avec l'autre? Voilà. La nécessité enfin, il y a la problématique de la ressource et du coup, il y a ce lien qui se crée. Je pense personnellement que c'est l'inverse, que c'est l'économie circulaire qui doit s'inscrire dans la démarche low-tech. Non, parce que c'est des questions autour de concepts pas mal en vogue là, récemment qui nous sont parfois posés. Je pense que justement, ce qui manque à l'économie circulaire, qui pour le coup remplit bien la case durabilité, même si c'est évidemment impossible de limiter toutes les pertes de matière, etc., et de flux et de transport, mais en optimisant tout ça, il manque encore, pour moi, la caractéristique d'utilité. On peut faire de l'économie circulaire avec beaucoup de choses, notamment des choses inutiles, et en ce sens, ça devient un prétexte de pérennisation de ces choses inutiles, comme quoi, par exemple, des smartphones. Non, ça a plein d'avantages, évidemment, que je ne remets pas en cause, mais tout ça pour dire que c'est à chaque fois des positionnements difficiles parce qu'on est toujours tiraillé entre c'est mieux que du neuf non circulaire, mais ce serait encore mieux que ça ne fasse plus partie du paysage, quoi. Ou en tout cas pas autant, ou pas cette vitesse-là. Et je pense par exemple, j'ai un exemple qui est peut-être pas très bon, mais la plateforme d'électronique, je vais y arriver, reconditionnée, Back Market, qui met à disposition plein de smartphones, plein d'ordinateurs, etc., à qui on a donné une presque seconde vie, soit juste en les récupérant et en les rallumant, soit en changeant quelques pièces. C'est cool. J'encourage plutôt les gens qui veulent acheter de l'électronique à l'acheter là-dessus qu'à l'acheter sur des plateformes de neuf, évidemment. Mais d'un autre côté, l'obsolescence programmée et tout le marketing qui est mis en place avec tous les nouveaux modèles qui sortent, ils entretiennent cette plateforme et c'est ça qui l'a fait fonctionner. Et donc, c'est un peu la racine du problème qui permet d'entretenir le modèle, évidemment. Et donc, c'est une question compliquée et c'est ce pourquoi moi, j'ai un peu retourné ta question à dire j'imagine que de l'économie circulaire auquel on rajouterait des critères d'utilité et voire même d'accessibilité,
on ne serait pas très loin des low-tech. Ouais, exactement. Moi, je vais dans le même sens que Kevin. Et à ce propos, il y a Kathleen Mallard qui a soutenu une thèse il n'y a pas longtemps sur justement amener de l'économie circulaire, enfin des pratiques d'analyse de cycle de vie, et en plus avec des critères d'utilité, de ressources locales, etc. Donc, c'est des choses qui se développent dans la recherche. Et c'est ça, l'économie circulaire répond très bien à la question de la durabilité, mais n'intègre pas des questions de convivialité, par exemple, d'accessibilité aussi, pas nécessairement. Il n'y a pas forcément cette question de l'open source. Donc, il manque des choses. Toutefois, Kathleen Mallard, je vous mettrai le nom. Toutefois, l'économie circulaire, pour rendre à César, quand même, va beaucoup plus loin aussi dans l'analyse. Dans l'absolu, ce serait beau qu'à chaque objet low-tech, on fasse une analyse de cycle de vie comparatif qui prouve que pour répondre à tel besoin, c'est plus pertinent ou pas d'ailleurs de faire appel à une low-tech. Mais ce n'est pas forcément la mission première de l'association et puis forcément de la philosophie. Du coup, il y a besoin d'analyse de cycle de vie pour moi, pour avoir cette approche plus systémique et avoir aussi des arguments supplémentaires sur la pertinence ou non de solutions low-tech. Donc, ce n'est pas quelque chose du tout que moi, personnellement, je balayerais. Mais voilà, ça se distingue un peu des low-tech sur tout l'aspect philosophique et éthique qu'il y a avec. Ok. Du coup, c'est Kathleen Mallard. La question qui t'est posée. Ok, super. Merci beaucoup à Sacha et à Kevin pour cette super intervention. J'invite tout le monde à rejoindre la conférence de Philippe Biwix qui sera juste après à 18h30. Et est-ce que Sacha et Kevin, vous avez une question particulière à poser à Philippe tout à l'heure, si jamais c'est le moment? Après, vous pouvez aussi participer à la réunion, il n'y a aucun problème. Voilà. Si jamais on pourra transmettre le message, on pourra transmettre le mot. J'essaierai d'être là. Là, je n'ai pas de questions à chaud personnellement, mais j'essaierai d'être là tant qu'à faire. Ok, trop bien. En tout cas, j'espère que ça aura répondu à pas mal des questions que le public se posait. C'est un sujet qui est super intéressant, qui j'imagine est amené à beaucoup évoluer dans les prochaines années, notamment les low-tech, mais aussi cette histoire de sciences ouvertes qui... moi, la première fois que tu m'en as parlé, Sacha, je ne savais pas que ça pouvait exister et du coup, je trouve ça super intéressant. C'est une affaire à suivre. Merci encore à tous les participants. Je rappelle que vous pouvez retrouver une rediffusion de ce live sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Together for Earth Grenoble. Et vous pouvez suivre les autres événements qui vont se dérouler encore tout à l'heure, demain et vendredi. Encore merci à Kevin et Sacha et je vous souhaite à tous une très bonne soirée si on ne se revoit pas tout à l'heure avec Philippe Biwix. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonjour à Philippe. Merci beaucoup, au revoir.